L'occasion de faire le point, on va dire, sur la politique extérieure de notre président. On a l'impression que le président est souvent décrié sur le plan intérieur, mais est devenu une figure centrale du jeu international. C'est tout à fait l'impression qu'on a. Et d'abord, vous dites, à juste titre, qu'il est absolument partout. Il était à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensuite, il est allé rendre visite au pape à Rome. Puis, il est allé à Bali, au G20. À présent, à l'heure qu'il est, il est à Bangkok, au Forum de l'Asie-Pacifique. Et il va s'envoler samedi, je crois, pour Djerba, le sommet de la francophonie. Et encore après, aux États-Unis. Donc, on a un peu du mal à le suivre. Il est même sur Twitter, où il tweete depuis le compte de l'Élysée, dans toutes les langues. Alors, il tweet en indonésien, il tweet en turc. Enfin bon, c'est très instructif. C'est bien. Et c'est mise en abîme de son multilatéralisme, sans doute. Ensuite, si on écoute sa conférence de presse, que j'ai fait, on est d'abord frappé par beaucoup d'humilité de sa part, puisqu'il juge que sa participation au G20 a permis au monde d'éviter de se fracturer. Bon, rien que ça. Aussi, peut-être, de permettre, de faciliter vous savez, que les céréales sortent de la mer Noire pour éviter la famine. Il a aussi appuyé de son autorité, dit-il, les grands émergents. Alors, ce qu'il appelle les grands émergents, cette espèce de vocabulaire techno-business, c'est la Chine et l'Inde. Il appelle ça les grands émergents. Donc, les grands émergents, ils ont émergé depuis longtemps, mais c'est pas grave, favorisent leur transition énergétique. Et en fait... je reprends sa formule, nos débats, donc au G20, nos débats, sur la base des propositions que nous avons faites, nous, donc le nous de majesté d'Emmanuel Macron, montrent qu'il existe un espace de convergence entre les nations. Bon. Alors si on prend un peu de recul, l'idée, effectivement, on a vraiment l'impression qu'il est au centre du jeu international, mais c'est une impression, si on se décentre un peu, il n'y a qu'en France que des journalistes peuvent dire ça. En réalité, dans aucun pays du monde, on a cette impression qu'Emmanuel Macron est au centre du jeu international. Même des pays qui nous doivent beaucoup, je pense au Sénégal de Macky Sall, qui a participé au G20 parce qu'Emmanuel Macron a insisté, ne disent pas que la France était au centre du jeu. Même l'Afrique du Sud, on leur a promis de leur donner 1 milliard d'euros pour qu'ils sortent du charbon. Ils ne disent pas que la France a joué un rôle magistral. C'est d'ailleurs, finalement... Il faut prendre vraiment beaucoup de recul. Quand on regarde de près, on se demande si on peut trouver d'ailleurs un dirigeant au G20, sans exagérer, et je ne m'en félicite pas du tout, qui fasse encore confiance à Emmanuel Macron. Scholz, apparemment, il y a vraiment de l'eau dans le gaz. C'était déjà assez compliqué avec Mme Merkel. Là, c'est quasiment la brouille. Mélanie, c'est à couteau tiré avec l'Italie. Le Premier ministre britannique, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, Liz Truss ne pouvait pas dire si la France était amie ou ennemie. Joe Biden, il a cassé le bras de la France dans l'affaire des sous-marins. Souvenez-vous, Erdogan a insulté le président de la République, c'est quand même assez étonnant, en disant d'aller consulter un psychiatre. Mais le président Macron se vantait de parler directement à M. Poutine. Alors, il n'était pas au G20, mais désormais, il passe par Xi Jinping pour passer des messages à M. Poutine. Donc, il lui parle pas directement. Alors, à part... M. Trudeau peut-être, je ne sais pas qui encore parle directement et fait confiance à M. Macron. En tout cas, les diplomates sont assez effarés. En diplomatie, les choses sont généralement très feutrées. Dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a rappelé des ambassadeurs, et c'est vraiment pas anecdotique, on a rappelé notre ambassadeur aux États-Unis, en Italie, en Turquie et en Australie. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme une incommunicabilité entre le président français et en tout cas les puissances. Lorsque vous dites que jamais la France n'a été aussi isolée, pour vous, cet isolement de la France, c'est un problème de méthode autant que d'absence de stratégie? Quelles sont les raisons? Peut-être un peu des deux. En tout cas, s'il y a quelque chose qui est dans la personnalité de M. Macron, difficile à dissimuler, c'est quelque chose de très narcissique. Donc, il veut séduire. D'ailleurs, il est très séduisant dans un premier temps. Il y arrive très bien. Il parle à tout le monde. Il dit souvent à tout le monde ce que les gens ont envie d'entendre. Un peu comme un banquier d'affaires, d'ailleurs. Il va faire des deals. Et le problème, c'est que cette technique est très efficace dans un premier temps, finit par se retourner contre lui. Alors typiquement, si on prend l'exemple de Trump, il l'a parfaitement traité, il l'a séduit, il l'a amené à Paris, à la Tour Eiffel, dans un grand dîner, etc. Et Trump lui a dit, mais en fait, je veux absolument rompre les relations avec l'Iran et l'accord avec l'Iran. Alors, Emmanuel Macron, comme il dit à tout le monde ce que chacun a envie d'entendre, il a dit « Ah oui, non, mais vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, il faut rompre avec l'Iran ». Mais ensuite, il a été dire le contraire aux Iraniens. Donc, à un moment, ça a court-circuité, si vous voulez. Et avec chacun des grands interlocuteurs sur tous les grands dossiers internationaux, c'est le même phénomène qui se reproduit. Donc, à un moment, évidemment, à force de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Ensuite, je pense qu'il y a un problème d'indécision. C'est-à-dire, on est dans le « en même temps ». Et ça, on finit par se demander s'il y a une stratégie. Au départ, il a hésité entre une stratégie, on va dire, gaulo-mitterrandienne,
inspiré par quelqu'un comme Védrine ou par Chevènement. Et puis, il a une stratégie extrêmement néoconservatrice alignée sur les États-Unis. Et d'ailleurs, il a exprimé ça. Il a dit l'OTAN est en mort cérébrale. C'était quand même des mots extrêmement forts. Ça prouvait qu'il voulait rompre d'une certaine façon et trouver une autre voie que l'alignement avec les États-Unis. Et à l'arrivée, que se passe-t-il ? Il va au-delà même des demandes américaines sur les sanctions, par exemple. Il s'aligne parfaitement sur les États-Unis. Donc, au bout d'un moment, ça devient complètement illogique et contradictoire. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler la recherche du coup d'éclat permanent. Et c'est sur tous les sujets pareil, c'est-à-dire qu'il veut laisser une trace dans l'histoire, il est très bon communicant, il veut frapper les esprits, il veut dire ce que personne n'a dit, réconcilier des gens qui ne pouvaient pas se parler, faire ce que personne n'a fait auparavant. Et typiquement le Liban. Donc, il y a eu, comme vous savez, une explosion catastrophique le 6 août 2020 dans le port de Beyrouth. Le pays était dans un état calamiteux, il s'est rendu sur place, c'est devenu héros. Il y a des intellectuels, des hommes politiques qui lui ont demandé de renouveler le protectorat que la France avait sur le Liban. C'est devenu le sauveur. Il a la même technique, il a séduit tout le monde, il est allé parler à chacun des dirigeants et il leur a dit des choses forcément contradictoires, ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais il leur a dit à chacun ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et puis il est revenu un mois plus tard, évidemment, pas grand-chose n'avait changé. Là, on est 2 ans plus tard et le Liban s'est totalement enfoncé. Autrement dit, il pense que sa parole est tellement séduisante et tellement puissante qu'elle va être, comme on dit, performative, qu'elle va transformer la réalité. Il n'en est rien. Et donc, soit ses propos sont contradictoires, soit en plus, il n'y a rien derrière. Donc ça devient évidemment assez compliqué et ça isole la France, je pense, sur le plan international. Mais son bilan est-il si négatif, mon cher Guillaume? N'y a-t-il pas tout de même quelques réussites à son actif? Et ne peut-on aussi penser qu'il opère dans un contexte très difficile pour comprendre? Oui, soyons justes, il y a bien sûr des réussites. L'homme n'est pas sans talent, mais quand on regarde de près les quelques réussites objectives qu'on doit souligner, par exemple les ventes d'armes, on se rend compte que c'est quand même M. Le Drian qui a vendu toutes ces armes, qu'il commençait déjà à les vendre à l'époque de Hollande et qu'il a juste continué. Ensuite, il y a les dépenses d'armement. Il a haussé le budget de l'armée. Enfin, après avoir vidé M. De Villiers, le chef d'état-major, qui avait justement demandé à ce qu'on le fasse. Enfin bon, l'essentiel, c'est de l'avoir fait. Alors, effectivement, il a tout à fait résisté, Emmanuel Macron et la France avec lui, à Erdogan en Méditerranée qui menaçait la Grèce. Mais d'un autre côté, il a aussi, il faut dire, laissé tomber l'Arménie. Enfin, il a attiré beaucoup d'investissements en France, c'est vrai, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur un peu la vente à la découpe du patrimoine industriel et technologique français. Grosso modo, si on se place vraiment, on essaie d'être honnête sur le... J'ai interrogé beaucoup de diplomates, y compris des gens en poste aujourd'hui, d'éminentes responsabilités. Le bilan, il est globalement catastrophique. Enfin, c'est ce qu'ils disent. D'abord, prenons cet exemple. 58 morts plus tard, le Mali nous a mis à la porte pour nous remplacer par la Russie. En Afrique, il a humilié beaucoup de gens. Il a fait des allers-retours de 24 heures. Il a dit à des présidents en exercice d'aller réparer la clim. En Algérie, tout ça pour ça. Il a fait un bras de fer, par exemple, on peut prendre que cet exemple, sur les visas pour finalement ensuite tout céder, tout lâcher. Il a fait la même chose avec le Maroc, il a fait la même chose avec la Tunisie. Sur le couple franco-allemand, ça marche tellement bien qu'on n'en parle plus. Sur l'Europe de la défense autonome, je souligne, il fallait voir du côté du Pentagone ce qu'il en est. On aura une certaine charité chrétienne inspirée par Charlotte pour ne pas parler de cette technique absolument affligeante d'emprunter de l'argent via l'Union européenne, c'est-à-dire d'emprunter pour gager, donc se porter responsable de 2, en donnant 2 fois plus d'argent aux autres. Enfin, c'est totalement fou. Alors il est bon ton, vous avez raison, de dire que le contexte était difficile. Moi, je ne pense pas. Quand il est arrivé, d'abord, les astres étaient assez alignés. Trump avait isolé les États-Unis. Et puis aujourd'hui, dans la crise qu'on vit, c'est-à-dire la crise climatique et même la crise en Ukraine, on aurait vraiment besoin d'une énergie décarbonée. Ça tombe bien. La France avait son énergie nucléaire. Donc on aurait pu avoir une diplomatie du nucléaire civil. Malheureusement, on a cassé l'outil nucléaire. Et je pense que dans les réactions aux Nations Unies contre les sanctions imposées par les États-Unis, on voit bien que les 2/3 de l'humanité ne veulent s'aligner ni sur les États-Unis, ni sur la Russie. Donc la France aurait eu un boulevard. Malheureusement, c'est la Turquie qui a pris le job.